Elle a menti en disant que les filles ne voulaient pas de moi là-bas, mais c'est moi qui avais acheté son violon. C'est moi qui m'asseyais sur le carrelage froid de la buanderie, nuit après nuit, à faire des gammes avec elle pendant que ma femme enchaînait les épisodes de télé-réalité judiciaire dans la pièce d'à accent grave côté. Je connaissais la date du récital avant même qu'elle ne soit imprimée. Je l'avais encerclée sur le calendrier. J'avais même pris mon foutu après-midi pour repasser sa blouse blanche parce qu'elle disait la vouloir, croustillante comme un nuage. Papa, comme les nuages dans les dessins animés. Alors, quand je suis entré dans l'auditorium, portant le même blazer anthracite que j'avais mis pour sa première réunion parents-professeurs, je m'attendais à m'asseoir dans la rangée qu'elle nous avait gardée. Nous, comme une famille. Je ne m'attendais pas au sourire poli et crispé de l'ouvreur. Je ne m'attendais pas à entendre « Je suis désolé, monsieur, mais je n'ai pas votre nom sur la liste ». J'ai ri. Ce rire stupide et automatique que les gens ont quand leur cerveau est pris au dépourvu et tentent de rattraper son retard. Non, ce n'est pas possible, ai-je dit, cherchant mon portefeuille comme s'il contenait une preuve de ma paternité. Ma fille, c'est elle, l'ouvreur a tressailli. Monsieur, je sais qui vous êtes, mais on m'a donné des instructions explicites. Vous n'êtes pas sur la liste. Je suis vraiment désolé. J'ai reculé. Juste d'un pas. C'est tout ce qu'il a fallu pour la voir. Ma femme, penchée vers son ex, lui souriant, lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire de ce rire grave et suffisant que les hommes réservent aux blagues qu'ils jugent assez cruelles pour être drôles. Elle portait ce pull rouge que je lui avais acheté pour Noël. Celui qui, jurait-elle, la faisait paraître trop vieille. Celui qu'elle ne mettait que lorsqu'elle voulait marquer un point. Notre fille était assise entre eux comme un trophée humain. Ses cheveux étaient plaqués en arrière, trop serrés. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle n'a même pas levé les yeux. Ses petits doigts agrippaient l'étui du violon comme s'ils pouvaient l'éviter et l'emporter au loin. Je suis resté là, mon programme toujours plié à la main, observant ma présence entière être réduite à un simple oubli. Ou peut-être même pas ça. Peut-être que c'était intentionnel. Je n'avais pas été oublié. J'avais été retiré. Je ne me suis pas approché. Il n'y a pas eu de scène, pas de voix qui s'élève, pas de plaidoyer désespéré pour me laisser m'asseoir au dernier rang ou rester dans un coin comme un parent exilé. J'ai simplement tourné les talons et je suis parti, le poids de cette simple feuille de papier dans ma main soudain plus lourd que toute la culpabilité qu'elle avait jamais essayé de me faire porter. Dehors, l'air était plus froid que je ne l'avais prévu. Je suis resté assis dans la voiture pendant 23 minutes. Je l'ai chronométré, juste assez longtemps pour que le récital commence. Assez longtemps pour savoir que quelle que soit la version de moi qu'elle leur avait présentée à l'intérieur imprévisible, stressant, contrôlant, elle était en train de gagner, parce qu'elle racontait des histoires. Je ne savais tout simplement pas qu'elle m'avait déjà choisi pour le rôle du méchant. J'ai regardé la boîte à gants. Il y avait toujours le paquet de chewing-gum de secours qu'elle aimait. Il y avait toujours le petit dessin que notre plus jeune avait fait. Moi tenant la main des deux filles, une de chaque côté. Sa légende mal orthographiée, moi et papa Eva Glace. Je suis rentré à la maison avec la radio éteinte. Je me suis garé dans le garage comme si je n'avais pas été humilié et réécrit dans un récit auquel je n'avais pas consenti. Quand elle est rentrée 3 heures plus tard, souriante, une haleine vineuse, une fausse sympathie déjà chargée dans sa voix, j'étais assis à la table de la cuisine. Le programme, toujours plié, devant moi. Elle a à peine marqué une pause, a jeté son sac sur le comptoir comme s'il lui devait un loyer, puis a dit « Il ne voulait tout simplement pas de toi là-bas. Tu rends les choses tendues. » C'est avec ça qu'elle a commencé. Même pas un bonjour. J'ai fixé le programme. Elle a claqué la langue, s'est dirigée vers le réfrigérateur, a sorti une bouteille de ce Prosecco hors de prix dont elle prétendait maintenant que c'était la seule chose qui ne lui donnait pas de migraine. « Tu aurais au moins pu envoyer un texto, a-t-elle dit. Mais bon, fais ton cinéma. Je n'ai pas parlé. Elle a pris le silence pour une capitulation. Elles le font toujours. Elle s'est versé un verre et a ajouté, d'ailleurs, les filles sont assez grandes pour choisir. Si elles ne voulaient pas de toi là-bas, c'est leur droit. Ah, la voilà. La nouvelle réplique, la nouvelle arme. Je n'étais pas mis à l'écart. On choisissait contre moi. Vous voyez, c'est ça l'astuce. Si vous pouvez présenter le rejet comme un acte d'autonomie, cela semble justifié. Elle s'est assise en face de moi, suffisante, satisfaite d'elle-même. Elle a même levé son verre comme si elle portait un toast à sa propre personne.
Écoute, ne le prends pas personnellement. Je leur ai dit d'être honnête avec toi. C'est juste plus simple comme ça. J'ai hoché la tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je comprenais enfin. Il ne s'agissait pas de coparentalité. Il ne s'agissait pas de famille recomposée ou de gestion des tensions ou de toutes ces choses pour lesquelles les thérapeutes sont payés pour écrire des scénarios. C'était de la stratégie. Elle ne se préparait pas seulement à un combat. Elle y était déjà. Et je venais seulement de réaliser que les premiers coups de feu avaient été tirés des semaines auparavant. Mais voilà le truc quand on est sous-estimé. On peut observer. On peut observer les dérapages arrogants, les excès de confiance, les passages qu'ils ne répètent pas. Et quand le bon moment arrive, on peut répondre avec précision, sans avertissement, sans bruit. Elle sirotait sa boisson comme si elle avait le goût de la victoire. Je fixais le papier plié entre nous comme si c'était une étiquette d'avertissement et je n'ai rien dit. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte comme si elle ne venait pas de m'anéantir en public. Son manteau était encore drapé sur un bras, les clés se balançant à ses doigts comme un métronome d'indifférence. Elle ne voulait tout simplement pas de toi là-bas, a-t-elle répété, plus lentement cette fois, comme si la répétition pouvait adoucir l'absurdité de la chose. Tu rends les choses tendues. Je n'ai pas levé les yeux. Je fixais toujours le programme du récital. Le pli au milieu était maintenant usé et doux à force de l'avoir plié et déplié. Il y avait un dessin au dos. La représentation d'un violon par un enfant de maternelle, gribouillé au crayon violet. Même cela semblait plus honnête que la femme qui se tenait devant moi. Elle est allée dans la cuisine, a jeté son manteau sur le tabouret comme s'il y avait sa place, et a commencé à feuilleter le courrier que j'avais déjà trié. D'ailleurs, a-t-elle dit en jetant un prospectus à la poubelle, les filles sont assez grandes pour choisir. Cette phrase, cette grenade lancée nonchalamment, les filles sont assez grandes pour choisir. Ce qu'elle voulait dire, bien sûr, c'est qu'elles étaient assez grandes pour répéter. Assez grandes pour imiter les tons et les phrases qu'elle leur donnait comme des vitamines. Assez grandes pour être transformées en armes sans réaliser qu'on leur tendait des épées. Je l'ai regardée juste une seconde et j'ai vu la façon dont elle évitait mon regard, non pas par culpabilité, mais par calcul. Elle guettait une réaction, mesurait mon silence. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas menti parce qu'elle en avait besoin. Elle avait menti parce que cela servait le scénario qu'elle était en train d'écrire. L'aînée avait commencé à m'appeler par mon prénom il y a quelques mois, juste une ou deux fois. Accidentellement. La plus jeune sursautait quand j'élevais la voix, sans crier, juste avec fermeté. Elle testait les limites. C'est normal. Mais ça, c'était autre chose. C'était de la programmation, du coaching. Le récital n'était que le premier acte. Je me souviens quand nous parlions de garde partagée comme d'un puzzle abstrait. Si jamais on en arrivait là, disait-elle, on serait civilisé. Les filles passeraient en premier. Et je la croyais. À l'époque, je ne savais pas quel était le genre de personne qui répétait ses répliques dans le miroir avant une réunion de parents d'élèves. Maintenant, tout prenait sens à rebours. L'intérêt soudain pour documenter les mauvaises humeurs dans son journal. La façon dont elle insistait pour envoyer des textos plutôt que de parler, pour que tout soit par écrit. La façon dont elle corrigeait les filles en pleine phrase quand elles disaient quelque chose de positif sur moi. Eh bien, il était comme ça avant, disait-elle, comme si la gentillesse avait une date de péremption. Je suis resté assis à table pendant qu'elle se préparait un encas. Un fromage hors de prix qu'elle disait être bon pour l'intestin, l'étalant sur des crackers avec l'efficacité suffisante d'une femme qui pensait venir de gagner quelque chose. Je veux dire, a-t-elle ajouté en retournant vers le couloir, ce n'est pas comme si nous étions en compétition. Ce mot, compétition. Elle l'a laissé tomber comme une peluche de son pull, mais il a retenti à mes oreilles comme une alarme incendie. En compétition pourquoi? L'affection, la légitimité, le contrôle du récit. Elle ne l'a pas vu, mais j'ai souri à ce moment-là. Non pas parce que je trouvais tout cela drôle, mais parce que je la voyais soudain pour ce qu'elle était, une stratège jouant à un jeu dont j'ignorais notre participation. Et cela signifiait que les règles n'étaient plus à elle de les définir. Je me suis levé de table et j'ai tranquillement marché jusqu'au salon, je me suis assis sur le canapé, j'ai pris la télécommande. Une émission stupide passait. Un documentaire animalier sur des lézards simulant la mort pour échapper aux prédateurs. Je l'ai laissé. Elle s'est arrêtée dans le couloir, me regardant, attendant. Mais je n'ai pas demandé de clarification. Je n'ai pas exigé de réponse.
Je ne l'ai même pas regardé. C'est le moment où elle a confondu le silence avec la capitulation. Elle ne savait pas que dans ma tête, je rembobinais déjà le temps, reconstituant chaque petit scénario qu'elle leur avait servi. Elle ne savait pas que j'avais commencé à me souvenir de chaque commentaire désinvolte de sa sœur, de chaque micro-hésitation de notre aîné quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Elle ne savait pas que l'échiquier qu'elle pensait avoir construit venait soudain de se retourner, et que je n'étais pas intéressé à jouer son jeu. J'en construisais un nouveau, un qu'elle ne verrait pas avant qu'il ne soit trop tard. Et cette fois, je n'aurais pas besoin de crier, de me disputer ou de supplier pour avoir une place à table. Je la laisserai écrire la fin, et je me contenterai d'appuyer sur « Enregistrer ». Dimanche matin, elle est descendue en fredonnant un air faux, comme si elle ne venait pas de déclarer une guerre psychologique. Pas de maquillage, sweat à capuche à moitié zippé, pieds nus claquant sur le carrelage. Le genre de confiance décontractée que seule une personne qui se croit intouchable peut afficher. Elle se déplaçait comme si l'espace lui appartenait. Parce que dans son esprit, c'était le cas. La maison, les enfants, l'histoire. Alexa, dit-elle en bâillant tout en s'étirant, appelle Nathalie. Le haut-parleur a crépité. Nathalie, son amie de la fac qui n'avait jamais dépassé le stade de petite peste arrogante semant le chaos, a répondu avec un rire strident. Hug. Ma belle, t'as l'air morte. Nuit blanche. Tu n'imagines même pas, a dit ma femme en se versant le café que j'avais préparé. Elle ne m'a pas remercié. Elle ne le faisait plus jamais. J'étais assis à l'îlot de la cuisine, silencieux, faisant semblant de lire un article sur ma tablette, mais elle ne m'a même pas remarqué. J'aurais pu être une des chaises. Elle s'est appuyée contre le comptoir comme une comédienne de stand-up en plein sketch. Alors, écoute ça, a-t-elle dit en baissant la voix comme si c'était un secret salace, même si toute la pièce pouvait l'entendre. Je leur ai finalement dit de le dire, tout simplement. Dire quoi, a demandé Nathalie, mordant à l'hameçon. Qu'elle ne se sente pas en sécurité, qu'il crie, qu'il est imprévisible. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas scié. J'ai juste incliné légèrement ma tablette pour vérifier le flux de la caméra. Toujours en train d'enregistrer, toujours en train de capturer chaque mot. Nathalie a eu un hoquet, une fausse horreur teintée d'excitation. Attends, tu leur as dit ça? Jean, carrément? Ma femme a éclaté de rire. Un peu trop fort. Enfin, soyons sérieux. Ce n'est pas comme si c'était un mensonge. Pas vraiment. Il élève la voix parfois. Et les enfants sont émotifs. S'ils se sentent en danger, qui va contester, hein? Nathalie a gloussé. Ma belle, franchement, c'est une sorte de génie. Oh, et écoute ça, a-t-elle ajouté, remuant sa cuillère comme si c'était une baguette magique. Je leur ai dit que c'est ok d'exagérer un peu. C'est juste du travail préparatoire. La garde, c'est une négociation, pas un procès. Tu poses les bases tôt, comme ça quand ça arrive, boum, elles ont déjà le récit. La cuillère a cliqueté. Elle a siroté son café comme si elle ne venait pas d'admettre avoir coaché des mineurs pour mentir dans une bataille pour la garde. Elle n'avait même pas encore déposé de demande. Nathalie a roucoulé. Mon Dieu, tu es une vraie avocate. Je devrais l'être, a-t-elle dit en se pavanant. Honnêtement, si j'avais le temps, je ferais une bouchée du tribunal des affaires familiales. Elle n'avait aucune idée que j'enregistrais. Aucune. Mon téléphone était caché sous une pile d'enveloppes au coin de l'îlot. L'objectif de la caméra parfaitement orienté vers elle, le microphone limpide. Elle aurait pu avouer un meurtre, il aurait capté la nuance de sa voix. J'ai laissé la conversation se dérouler. 10 minutes de plus de vantardise, de rire, de moquerie. Elle a mentionné un blog sur la garde qu'elle suivait. A dit qu'elle avait des captures d'écran prêtes au cas où les choses tourneraient mal. A dit qu'elle construisait une chronologie qui la ferait passer pour la personne stable. Quand elle a finalement raccroché et est remontée à l'étage, j'ai arrêté l'enregistrement, j'ai tapoté 2 fois l'écran et j'ai téléversé le fichier sur un stockage cloud, puis sur un autre, puis je l'ai téléchargé et renommé le fichier avec quelque chose de neutre. Audio 0925. Ensuite, j'ai branché une clé USB vierge que j'avais achetée 3 semaines plus tôt à la pharmacie. Non pas parce que j'avais prévu ce moment, mais parce que quelque chose me disait que ça allait arriver. J'ai copié le fichier. Je ne l'ai pas étiqueté. Je l'ai simplement glissé dans l'enveloppe et je l'ai scellé. J'avais déjà l'adresse imprimée.
Le destinataire, l'avocat de son ex-mari. Non pas parce que je voulais la détruire, mais parce que je savais qu'elle ne s'arrêterait pas à moi. Elle referait le même coup avec lui. Elle empoisonnerait tous les puits auxquels elle pourrait boire. Les filles n'étaient plus ses enfants. C'étaient des pièces d'échecs, et elle se vantait de ses coups d'ouverture. J'ai déposé l'enveloppe dans la boîte aux lettres pour le courrier sortant et je suis rentré. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle est redescendue quelques minutes plus tard, habillée maintenant comme si elle ne venait pas de transformer ses enfants en pions pour une guerre de garde que personne d'autre ne voulait. Elle a souri faiblement, m'a embrassé le sommet du crâne comme si nous étions encore mariés dans un sens réel, et a dit « N'oublie pas que tu as promis de sortir les poubelles aujourd'hui ». J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, quelque chose était devenu très, très calme. Parce que je n'étais plus blessé. Je n'étais plus confus. Je n'étais même plus en colère. J'étais concentré. Parce que maintenant, j'avais la seule chose qu'elle ne s'attendait jamais à ce que j'ai. Une preuve. Sa voix, ses mots, son intention. Sans coaching, sans filtre, indéniable. Et qu'elle s'en rende compte ou non, elle venait de renoncer au contrôle. Elle pensait que j'étais assis sur la touche à regarder. Elle n'avait jamais réalisé que j'enregistrais la partie. L'assistante juridique a sonné 2 fois avant d'entrer. Elle était jeune, nerveuse, tenant un dossier en manille comme s'il contenait des matières radioactives. C'est de la boîte de dépôt de nuit. Aucune signature requise, mais c'est marqué urgent. D'une partie concernée. Son patron, Michael Brandt, un avocat spécialisé en droit de la famille qui n'avait pas scié en 2 décennies de guerre de garde d'enfants, prit l'enveloppe avec un soupir. La plupart de ses prétendus tuyaux étaient des déchets. Des grands-parents amers avec des blogs. Des amis devenus informateurs avec des comptes à régler. Néanmoins, il a inséré la clé USB dans son ordinateur. Il a failli l'arrêter au bout d'1 minute. Le ton était familier. 2 femmes riant de la garde comme si c'était une partie de poker. Mais ensuite, elle l'a dit. La voix de ma femme, nette et claire à travers le haut-parleur, avec cette petite intonation de supériorité qu'elle réservait à son cercle de manipulatrices. Je leur ai juste dit de dire qu'elles ne se sentent pas en sécurité, qu'ils crient. Enfin, soyons sérieux. Ce n'est pas illégal de coacher ses enfants si c'est vrai, à terme, non? Brandt n'a pas bougé, n'a pas siroté son café, a juste appuyé sur la barre d'espace, a rembobiné de 15 secondes et l'a rejoué. Je leur ai juste dit de dire qu'elles ne se sentent pas en sécurité, qu'ils crient. Il a écouté tout l'enregistrement 2 fois, puis a ouvert ses notes et a commencé à taper sans lever les yeux. Son visage n'a pas changé, mais quelque chose dans la pièce a changé. Le silence s'est épaissi. 1 heure plus tard, il a appelé son client, son ex-mari. « Marc, dit-il en gardant un ton égal, j'ai besoin que vous veniez aujourd'hui. N'amenez pas les filles. Ça ne peut pas attendre. » Marc est arrivé avec l'énergie fatiguée habituelle d'un père divorcé jonglant entre les week-ends de garde et le stress du travail. Son blazer était froissé. Il n'était pas rasé. Mais au moment où il a entendu la voix de sa femme sur cet enregistrement, riant tout en coachant leurs enfants à mentir, quelque chose en lui s'est brisé. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, juste une expiration lente et creuse qui en disait plus à Brandt que les mots ne le pouvaient. Je savais qu'elle était calculatrice, a dit Marc, les doigts serrés en poing contre ses genoux. Mais je pensais qu'elle les aimait. Elle est en train de monter un dossier, a coupé Brandt. Pas seulement contre vous. Contre lui aussi. Marc a levé les yeux. Brandt s'est penché en avant. Le mari actuel de votre ex, celui dont elle a dit que les filles avaient peur. Elle les retourne contre vous 2 simultanément. C'est une stratégie, coordonnée. Pendant un long moment, Marc n'a pas parlé. Puis il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Brandt avait déjà commencé à rédiger. Requête en référé. Réexamen immédiat des conditions de garde. Demande de visite sous surveillance, en attente d'une évaluation psychologique. Fichier audio joint, transcrit et horodaté. 3 pièces à conviction distincte. Il n'avait pas besoin d'enjoliver. Elle avait fait tout le gros du travail. Le jeudi matin, la requête était déposée. Pas par moi, pas par mon avocat. Par lui, l'homme qu'elle pensait être toujours de son côté. L'homme qui la défendait aveuglément. Même lorsque l'école appelait pour un comportement étrange, lorsque les filles revenaient avec des histoires différentes,
lorsque l'aînée commençait à dire qu'elle se sentait plus en sécurité chez maman devant des tiers adultes, il pensait que j'étais la mauvaise influence. Elle avait travaillé dur pour planter cette graine. Maintenant, il savait. Parce que la voix sur cette cassette ne me manipulait pas seulement moi, elle le manipulait aussi, lui. Et pire, elle utilisait ses filles comme levier. La trahison la frappait plus durement que moi, parce qu'il lui avait fait confiance plus longtemps, parce qu'il avait des enfants qui partageaient son visage, ses yeux, et parce qu'il réalisait enfin que la sécurité qu'elle lui avait promise, la stabilité qu'elle lui avait vendue après leur divorce, était un mensonge. Je ne l'ai pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Mais je savais, quand cette requête a été inscrite au rôle du tribunal, que nous étions devenus quelque chose qui ressemblait à des alliés. Pas des amis, juste deux hommes victimes du charme armé de la même femme. Elle pensait qu'elle se construisait un avantage pour la garde. Elle ne réalisait pas qu'elle construisait une coalition, une qui avait maintenant des horodatage, des pièces à conviction et un tout nouveau motif, protéger les enfants de la performance. Au moment où elle a ouvert ses emails et vu la notification numéro de dossier, audience de réévaluation déposée, procédure d'urgence, il était déjà trop tard. Le dossier avait changé de main, et le récit aussi. Sa soirée a commencé avec du champagne et s'est terminée par une crise de panique. À 19h14, elle était allongée sur le canapé en pantalon de yoga, faisant défiler Instagram et souriant en regardant la story qu'elle venait de poster. Un boomerang de son verre de vin trinquant avec celui de Nathalie au brunch plus tôt dans la journée. La légende disait, on ne joue pas le jeu, on écrit les règles. Elle était particulièrement fière de celle-là. Elle avait le bon mélange d'impertinence et de supériorité voilée, et ça marchait toujours bien avec les abonnés qui aimaient s'imaginer en divorcé alpha avec un crédit impeccable et des mollets d'acier. Elle n'avait aucune idée qu'à l'autre bout de la ville, dans un palais de justice silencieux au néon vacillant, une requête scellée avait déjà déclenché une notification automatique à toutes les parties légales du dossier. Quand son téléphone a vibré, elle a cru que c'était Nathalie qui commentait sa publication. Au lieu de cela, c'était un appel de son avocat, Jared Tornil. Je ne rate jamais, comme il aimait se faire appeler. Un homme dont la bravade sur mesure suintait habituellement au téléphone avec le rythme inébranlable de quelqu'un qui facturait $800 de l'heure pour détruire les gens poliment. Mais ce soir, sa voix tremblait. Écoutez-moi attentivement, a-t-il commencé. Pas de bonjour. Pas de petit rire sec. Nous avons une situation. Marc vient de déposer quelque chose. Elle a levé les yeux au ciel, a mis la télé en sourdine et est allée dans la cuisine. Une requête sur quoi cette fois? Le pauvre petit n'a pas aimé son résumé de pension alimentaire? Non. Une modification de garde en urgence, a dit Jared, trop vite, d'un ton sec. Elle a été déposée il y a 3 heures. Et bon sang, elle inclut des allégations de manipulation, de coaching psychologique, de coercition émotionnelle. Elle l'a coupé. C'est ridicule. Il n'a aucun dossier. Il est juste en colère. J'ai insisté pour des visites structurées. Il a joint un enregistrement. La pièce est devenue silencieuse. Le réfrigérateur bourdonnait. Les pattes du chien cliquetaient sur le carrelage. Quel enregistrement, demanda-t-elle, soudain plus doucement. Je ne sais pas encore, dit Jared, sa voix tombant à un murmure comme si quelqu'un pouvait l'entendre à travers le téléphone. Le tribunal l'a signalé comme preuve clé, admise comme pièce à conviction à fichier audio. Il est sous scellé pour l'instant, mais ils ont accordé un examen d'urgence, ce qui signifie que le juge l'a déjà écouté et l'a trouvé crédible. Elle s'agrippa au comptoir. De lui? De Marc? Non. Non, ça ne vient pas de lui. C'est la partie qui n'est pas claire. Une pause. Puis plus lentement, il l'a reçu anonymement. Ou plutôt, il a été envoyé directement à son avocat par un tiers non identifié. Mais c'est bien vous. C'est votre voix. Vous riez, parlez du coaching des filles, utilisez des mots comme négociation. Il y eut un long silence. Elle ne pouvait même pas s'entendre respirer. Puis le ton de Jared a changé. Moins avocat maintenant, plus co-accusé terrifié. Qu'est-ce que vous avez laissé votre mari enregistrer? Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Elle ne l'avait pas fait. Elle n'aurait pas pu. Elle ne lui avait jamais dit ces choses. Mais ensuite, elle s'est souvenue de la cuisine, dimanche. Nathalie en haut-parleur. Sa voix rebondissant sur le carrelage. Son mari, juste là,
faisant semblant de faire défiler sa tablette. Non, 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 non. Elle l'avait ignoré. Traité comme un meuble. Son estomac s'est noué. Je ne lui ai rien dit, balbutia-t-elle. Peu importe. Il vous a enregistré d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, votre ex l'utilise pour demander la garde exclusive. Avec effet immédiat. Elle cligna des yeux, la gorge serrée. Pouvez-vous le faire invalider? Jared expira lentement. Pas sans l'avoir écouté d'abord. Et même là, s'il n'est pas édité et qu'il est horodaté, s'il montre une intention systématique. Je veux dire, bon sang, nous avons construit toute votre posture de garde autour de votre récit, et maintenant il a votre voix qui expose la stratégie comme si c'était un menu de brunch. Elle s'est laissée tomber sur la chaise la plus proche comme si le sol avait disparu. Il a continué, il ne s'agit plus de votre mari actuel. Il s'agit de vos filles. Le juge considère cela comme un possible problème de mise en danger des enfants. Ce qui signifie que si les services sociaux s'en mêlent. Ses oreilles bourdonnaient. Pas lui. Il n'aurait pas pu. Mais d'un autre côté, quand avait-il commencé à s'asseoir si silencieusement? Quand avait-il commencé à observer si attentivement? Elle pensait que le silence signifiait la capitulation. Elle pensait que sa patience était de la passivité. Elle pensait l'avoir effacé du récit. Maintenant, elle réalisait qu'il tenait le scénario et que c'était elle qui était en train d'être effacée. Elle n'a pas dormi dimanche soir. Pas par culpabilité. Elle ne croyait plus à ça. Mais parce que le contrôle avait changé de main et qu'elle ne voyait pas qu'il avait maintenant. Son mari ne criait pas. Il ne faisait pas les 100 pas. Il ne lançait pas d'accusations ni n'exigeait d'explications. Il buvait du thé sur la terrasse arrière de cette manière calme et délibérée qui lui donnait la chair de poule. Ce calme exaspérant. Elle était habituée à mener, à avoir 5 pas d'avance sur Marc, 10 sur son mari, et 1 kilomètre d'avance sur quiconque osait remettre en question sa version de la réalité. Mais maintenant, elle n'était même plus sur l'échiquier. Le lundi matin, ses cheveux étaient en chignon, son ordinateur portable ouvert sur 3 onglets, les archives du tribunal des affaires familiales, le fil de discussion de son avocat, et un blog sur la parentalité qu'elle citait comme l'évangile quand elle avait besoin de paraître maternelle. Les murs semblaient plus petits. Elle a de nouveau appelé Marc, la 3e fois en 2 jours. Il a finalement décroché. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il. Pas de colère, juste de la résignation. « Je veux parler de cette audience, » dit-elle, forçant sa voix à prendre une apparence de sincérité. « Je pense que les choses ont été démesurément amplifiées. » Il y eut une pause. Elle l'imagina assis à cette horrible table à manger envers qui était la sienne. Toujours amer de ne pas avoir eu l'ensemble en merisier lors du divorce. Il expira. « Tu as dit que nos enfants ne se sentent pas en sécurité. Tu les as coachés pour dire que je crie. Tu en as ri et tu t'es vanté de l'utiliser au tribunal comme une tactique de négociation. Ce n'est pas démesurément amplifié. C'est de la maltraitance tactique. » Elle déglutit. « Je n'ai pas dit maltraitance. Tu n'en avais pas besoin. Tu as insinué une menace. Tu as implanté la peur. C'était pour rire, Marc. Tu sais comment les filles parlent. Non, je ne sais pas. Parce que quand elles sont avec moi, elles sont trop occupées à essayer de comprendre pourquoi leur mère leur a fait peur d'un homme qui n'a jamais levé la main sur personne. Ça a fait mouche. » Il a raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Sa main tremblait en laissant tomber le téléphone sur le comptoir en granit. Elle s'est tournée vers le couloir, écoutant les bruits venant de la chambre des filles à l'étage. Toujours endormie. Pour l'instant. Elle a ensuite appelé son père. Sa voix était fatiguée avant même qu'elle ne parle. Il est 6h40 du matin. Papa, il y a une situation. Marc a demandé la garde. Audience d'urgence. Lundi. Silence. Puis, tu l'as encore trompé? Quoi? Non. Non, ce n'est pas à propos de ça. Alors c'est quelque chose. Elle faisait les 100 pas, il y a cet audio, sorti de son contexte. Ça a l'air grave, mais... C'est ta voix? Elle ne répondit pas, c'est un oui. Sa déception traversa le haut-parleur comme de l'électricité statique. Tu pousses toujours les choses trop loin, Jennifer, dit-il finalement. Tu n'as pas appris la dernière fois.
Tu manipules les gens jusqu'à ce qu'ils arrêtent de te pardonner. Ne nous appelle pas pour des références de moralité. Ta mère ne refera pas ça. Clique. Elle se tenait dans la cuisine, baignée par la lumière du petit matin, respirant trop vite. Toute sa structure de soutien, partie. Ses parents étaient hors jeu, Marc était hostile. Son avocat était secoué. Même Nathalie n'avait pas répondu à ses 2 derniers textos. Elle a de nouveau appelé Jared, directement sur sa messagerie vocale. 1 minute plus tard, il a texté, audience fixée à lundi. Juge Barclay. Pas bon. Elle a examiné l'audio et l'a transmis à l'aide sociale à l'enfance pour une évaluation préliminaire. Il pourrait observer les filles pendant l'audience. Ne les coache pas. Ne les prépare pas. Reste silencieuse. Gestion de crise uniquement. Son estomac se serra. Les services sociaux. Elle n'avait pas pensé que ça irait aussi loin. C'était juste des mots, des blagues, des plaisanteries stratégiques. Elle ne les avait jamais touchés. Elle préparait leur déjeuner. Elle les aidait avec leurs devoirs de maths quand son mari était trop fatigué. Elle chantait des berceuses, pour l'amour de Dieu. Mais sa voix était maintenant la propriété du tribunal, et le sarcasme n'existe pas dans une audience de garde. La porte grinça derrière elle. Elle se retourna. C'était sa plus jeune, serrant un lion en peluche et se frottant les yeux. « Tu es fâchée, maman » demanda-t-elle doucement. Le visage de Jennifer se contracta, mais elle força un sourire. « Non, bébé. Maman est juste stressée. » Elle la prit dans ses bras, la serra fort. Trop fort. Sa fille se tortilla. Le téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu. On nous a demandé de mener une brève observation lors de l'audience de lundi. Veuillez ne pas en informer les enfants à l'avance. Merci. Ses mains tremblaient. Il ne venait plus pour la garde. Il venait pour la crédibilité, pour le récit, pour le contrôle. Et elle n'avait pas seulement sous-estimé l'homme qu'elle avait épousé. Elle avait sous-estimé le système qu'elle pensait pouvoir déjouer. Maintenant, derrière chaque porte, dans chaque pièce, la tempête grandissait. Et cette fois, elle ne contrôlait pas la météo. Le mardi matin, elle s'est transformée en ce qu'elle pensait être une victime crédible. Elle portait du beige, pas de maquillage, un cardigan de taille trop grand pour les faits. Elle a enlevé toute trace d'acuité de son ton. Elle a pratiqué des phrases comme « contexte émotionnel », « exagération ludique » et « manipulation numérique » devant le miroir. Elle a même laissé son téléphone déverrouillé sur la table pendant les réunions pour signaler la transparence. Elle pensait encore que la situation pouvait être retournée. Son avocat s'y est accroché. Nous contesterons la chaîne de possession du fichier, a déclaré Jared, arpentant son bureau comme s'il se préparait pour une conférence TED. Pas d'horodatage, pas de chaîne de métadonnées, aucune confirmation qu'il n'a pas été truqué. Nous créons un doute raisonnable. Il avait retrouvé son assurance, complètement remis de la panique de la semaine dernière. Il n'avait pas entendu ce que j'avais entendu. Il n'a pas vu ce qui allait arriver. Ils ont déposé une motion cet après-midi-là, enrobée de jargon juridique et d'indignation. Des mots comme « falsifié »,« peu fiable » et « preuve sélective ». Jared a cité 2 cas de jurisprudence et a accompagné la motion d'une demande formelle d'expertise audio. C'était lisse, poli, exactement le genre de choses qu'elle avait toujours aimé chez lui. Un déni efficace habillé de professionnalisme. Cette nuit-là, elle se tenait dans la cuisine à répéter ce qu'elle dirait si on l'appelait à témoigner. J'étais sarcastique, dit-elle au micro-ondes. C'était privé, sorti de son contexte. Une femme qui se défoule auprès d'une amie sur des scénarios hypothétiques. Elle a répété celle-là 2 fois. Son mari est entré pendant la 3e répétition. Elle a sursauté en le voyant. Il n'a rien commenté. Il a juste posé ses clés, a vérifié la boîte aux lettres, a sorti une enveloppe matelassée, l'a ouverte tranquillement, et a brandi la clé USB à l'intérieur comme une pièce de musée. Elle a essayé de faire semblant d'être confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a souri. Pas chaleureusement, pas cruellement, juste patiemment. Une assurance. Et il est sorti. Elle n'a pas dormi de nouveau. Le lendemain matin, Jared l'a appelée avec un ton qu'elle n'avait pas entendu depuis la première fois où elle lui avait dit qu'elle avait stratégiquement omis des détails sur ses revenus dans une déclaration. Il y a 2 autres enregistrements, dit-il lentement.
Tous deux horodatés, audio brut, net. L'un date du même matin que l'original. Il a capturé tout l'appel avec Nathalie. L'autre date de plus tard dans l'après-midi. On vous entend lui dire. Il a fait une pause, puis a lu mot pour mot, même s'il le découvre, c'est ma parole contre la sienne. Il est trop passif pour insister. Et qui diable va le croire plutôt que moi? Elle n'a pas répondu. Votre ton, ajouta Jared, la voix plate, n'est pas sarcastique. Mais je n'ai envoyé ces appels à personne, dit-elle faiblement. Non. Il n'avait pas besoin de vous. Il a noté les horodatages. Il a gardé les originaux. Ils sont déjà authentifiés. Il n'y a pas de point de montage, pas de marque de raccord, pas de données manquantes. L'expertise ne vous sauvera pas, elle se tourna, s'agrippa au bord de l'évier. Et maintenant, le juge voit un schéma, a-t-il poursuivi. Le premier appel aurait pu être un coup de chance. Mais maintenant, c'est une stratégie, un schéma répété, prémédité, de transformer les enfants en armes, et vous en avez ri. Sa voix se brisa. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Il ne répondit pas tout de suite. Puis, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de passer outre les accords existants. Vous ne risquez pas seulement de perdre du temps avec vos enfants. Si cela dégénère et que votre ex demande la garde exclusive. Il ne le fera pas, murmura-t-elle trop vite. Si, il le fait, dit Jared avec finalité. Et votre mari? Il vient de déposer une demande de garde légale partagée au motif que vous avez fait preuve de manipulation délibérée de mineurs. Il ne s'en prend pas à vous. Il s'en prend à l'intérêt supérieur des filles. Le tribunal adore ce langage. Elle s'est effondrée sur le sol de la cuisine. Pour une fois, le granit semblait assez froid pour avoir de l'importance. En une semaine, toute sa posture s'était effondrée. Le rôle de maman parfaite, la présence sociale soignée, la manipulation aux réunions de parents d'élèves, le sap subtil de deux pères en parallèle. Ce n'était plus malin. Ce n'était plus stratégique. C'était exposé. Ses amis ne répondaient plus à ses textos. Nathalie avait supprimé la publication du brunch. Ses parents n'avaient pas rappelé. Même sa fille aînée, maintenant de retour chez son père, répondait à ses messages par un mot sec et unique, bien. Le silence s'étirait et, dedans, elle entendit enfin l'écho de sa propre intelligence. Transformée en arme, enregistrée et retournée à l'expéditeur. La notification est arrivée par email d'abord, objet, suspension temporaire du droit de visite, en attente d'un examen judiciaire. Elle l'a lu 4 fois avant de comprendre. Sa boîte de réception était déjà un désordre de résumés juridiques, de documents transférés et d'alertes de blogs parentaux non lus qu'elle parcourait pendant ses cours de pilates. Mais cette ligne était différente. Avec effet immédiat, tous les privilèges de visite maternelle prévus sont suspendus jusqu'à la conclusion des procédures d'examen. Cette décision est fondée sur des conclusions préliminaires et la discrétion judiciaire directe. Il n'y a pas eu d'audience, pas d'appel, juste une seule phrase avec la force d'une guillotine. Elle était assise sur le bord du lit, toujours en robe de chambre, le maquillage à moitié fait. Son téléphone a vibré dans sa main. Un texto de Jared. Vous devez retirer la requête de garde aujourd'hui. Ce n'est pas rattrapable. Elle a fixé l'écran, voulant qu'il dise autre chose. Retiré. Cette requête avait pris des semaines à préparer. Elle l'avait scénarisée comme un monologue, construite sur des tableurs de points émotionnels, des histoires polies juste assez pour paraître authentiques. Elle avait des termes pour tout, valeurs contradictoires, imprévisibilité environnementale, structure paternelle incohérente. Tout faux, tout répété. Et maintenant, c'était une bombe à retardement qu'elle devait désamorcer avant qu'elle n'explose entre ses mains. Elle n'a pas répondu par texto. Elle a appelé. La voix de Jared était tendue. Plate. Plus de bravade. Ils vont demander aux filles ce que vous leur avez dit de dire, ce qu'elles croyaient. Si une seule réponse correspond à cet enregistrement, vous êtes fini. Ce sont des enfants, murmura-t-elle. Elles oublieront. Non, dit-il sèchement. Elles n'oublieront pas. Et pire encore, vous n'aurez pas le droit de leur rappeler ce qu'il faut oublier. Vous ne pouvez plus coacher depuis la touche. Ses oreilles sonnaient. Elle se leva, se dirigea vers le miroir, fixa son propre reflet. Vous ne comprenez pas, dit-elle, la voix s'élevant. C'est moi, la structure.
C'est moi qui m'assure qu'elles prennent leurs vitamines, qu'elles vont à l'école à l'heure. Lui, il leur donne des plats à réchauffer et les laisse veiller en regardant des âneries à la télé. Jared n'a pas réagi. Vous avez construit l'argument autour de leur sécurité émotionnelle, dit-il, puis vous vous êtes fait prendre en décrivant cette sécurité comme un coup aux échecs. Personne n'y croit maintenant. Vous devez vous concentrer sur le sauvetage à long terme. Acceptez le gel. Soyez coopérative. Espérez un calendrier de visite supervisé d'ici le prochain trimestre. Supervisé. Le mot la brûlait. Elle a raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. En bas, la maison ressemblait à celle d'un étranger. Jouets intacts. Boîte à lunch encore en train de sécher sur l'égouttoir. Veste toujours accrochée près de la porte. Les espaces que ces filles remplissaient autrefois ne contenaient plus que le silence et les contours estompés de ce qui était autrefois la routine. Elle erra dans le couloir et ouvrit la chambre de sa plus jeune fille. Le lit n'était toujours pas fait depuis vendredi. Un carnet à paillettes était à moitié glissé sous l'oreiller. Elle le sortit, les doigts tremblants. Sur la couverture, mon endroit sûr, privé, au feutre violet. Elle l'ouvrit quand même. La plupart des pages étaient des gribouillis. Licorne, dessin, notes sur les devoirs de maths. Mais une entrée la laissait glacée. Maman dit que papa crie quand on n'est pas là. Mais je l'entends seulement être silencieux. Je pense que peut-être elle a tort, mais elle dit et ne dit pas ça à voix haute. Ses genoux ont fléchi. Elle s'est assise sur le bord du petit lit, le carnet sur ses genoux, essayant de comprendre comment quelque chose qui avait semblé si contrôlé pouvait maintenant s'effondrer si complètement. Elle avait construit cet avenir brique par brique. Réputation, maternité, image, stabilité, le tout soigneusement superposé au fil des ans avec juste assez de fissures pour que ça paraisse réel. Et maintenant, parti. Pas volé, retiré. Parce que quelqu'un avait enfin vu le plan pour ce qu'il était vraiment. Le dimanche soir, Marc lui a texté, court et clinique, les filles restent avec moi jusqu'à nouvel ordre. Conformément aux instructions du tribunal, je vous tiendrai au courant après l'examen. Pas de, on en parlera, pas de, on trouvera une solution. Juste la finalité. Elle pensait avoir la garde garantie. Que le fait d'être la mère, le principal dispensateur de soins, le parent par défaut, lui donnait une armure. Au lieu de cela, cela lui avait donné une cible. Et une fois qu'elle avait ouvert la bouche et laissé la vérité se répandre, sans garde, sans filtre, enregistrée, il n'y avait plus moyen de se cacher derrière un chaos organisé. Même la maison le savait. Les murs gardaient ses secrets comme des échos. Et maintenant, ils étaient silencieux. Trop silencieux. Elle est entrée dans le palais de justice comme pour une séance photo. Cheveux attachés serrés, lèvres neutres, pas de bijoux, juste assez d'austérité pour paraître parentale, pas assez pour paraître froide. Elle portait du bleu marine, pas du noir. Le noir était trop dramatique. Le bleu marine était sûr, respectable. Elle avait même un dossier relié en cuir dans ses bras, comme si le fait de serrer des documents la faisait paraître préparée plutôt que coincée. Son avocat marchait 2 pas devant elle, la mâchoire serrée. Cravate légèrement de travers, tache de caféine sur le bord de sa manchette. Ils étaient déjà en train de perdre. La salle d'audience 3B sentait le vieux tapis et la panique. Son ex-mari était assis calmement à la table du fond, aucune émotion sur son visage. Il portait un simple costume gris, pas d'entourage, juste son avocate, une femme dans la cinquantaine sans maquillage, des chaussures plates et un air d'aisance judiciaire qui faisait ressembler la confiance performative de Jared à un club de débat de lycée. Il n'y a pas eu de déclaration liminaire, pas de discours dramatique, juste une pile de dossiers et une clé USB. Son nom a été lu à haute voix. Jennifer Callahan. Le greffier n'a même pas levé les yeux, a juste passé un mince dossier au juge et a inséré la clé dans la station de preuve. Les haut-parleurs de la salle d'audience ont cliqué, puis sa voix a rempli l'air. Je leur ai juste dit de dire qu'elles ne se sentent pas en sécurité, qu'ils crient. Enfin, soyons sérieux. Ce n'est pas illégal de coacher ses enfants si c'est vrai, à terme, non? Elle s'est figée. Jared aussi. L'audio n'était pas seulement mentionné. Il était diffusé. Son rire a résonné dans la pièce comme un aveu. La juge Barclay, cheveux argentés, regard fixe, a écouté pendant exactement 47 secondes avant de lever la main. Le greffier a mis l'audio en pause.
Le silence a frappé la pièce comme un marteau. La juge Barclay a regardé par-dessus le bord de ses lunettes. Y a-t-il une réfutation, demanda-t-elle sèchement. Jared se leva. Votre honneur, nous soutenons que l'enregistrement manque d'une authentification appropriée et ne représente pas le contexte complet de. La juge a de nouveau levé la paume de sa main. Maître, arrêtez. Jared a cligné des yeux. A dégluti. La juge a tourné son attention directement vers Jennifer. Son ton est passé d'administratif à chirurgical. Madame Callahan, vous avez créé un environnement de manipulation, dit-elle. Vous n'avez pas simplement influencé vos filles. Vous les avez transformées en armes. Vous n'avez pas seulement sapé votre coparent. Vous avez contraint des récits, coaché des réponses et coordonné une fausse perception du danger pour votre gain personnel. Jennifer a ouvert la bouche. Ne faites pas ça, a averti la juge sans élever la voix. Votre avocat peut s'asseoir. Jared s'est assis. Le tribunal, a poursuivi la juge, a examiné 3 fichiers audio distincts, chacun cohérent en termes de ton, de contenu et de contexte. Tous les enregistrements ont été authentifiés par un examen forensique préliminaire. Tous vous impliquent en train d'instruire ou de suggérer comment vos enfants devraient percevoir les adultes qui les entourent, non pas pour leur sécurité, mais pour votre avantage. Jennifer a regardé autour de la pièce. Pas de visage sympathique, pas de Nathalie, pas de parents, pas de soutien. La juge n'a pas arrêté. Ceci n'est pas un litige de garde. C'est de la coercition, de la manipulation émotionnelle, une tentative calculée de déformer la perception de la garde et le processus judiciaire. Je ne le permettrai pas, c'est à ce moment-là que le nœud dans son estomac est devenu autre chose. Pas de la peur, de l'humiliation. La salle d'audience était maintenant une scène qu'elle ne pouvait pas contrôler, et tout le monde qui regardait avait le script. La juge s'est adossée à son fauteuil, les mains jointes. Avec effet immédiat, l'arrangement de garde partagé existant est suspendu. La garde résidentielle exclusive est accordée au père biologique en attendant une évaluation à long terme. Vous, Madame Callahan, pourrez demander des visites supervisées une fois qu'un psychologue désigné par le tribunal aura terminé un rapport complet. Le silence était volcanique. Elle a regardé Jared. Il n'a pas bougé. Elle s'est tournée vers la juge. Votre honneur, je suis leur mère. Et vous avez abusé de ce rôle, a répondu la juge, imperturbable. Vous ne les avez pas protégés. Vous les avez utilisés. Jennifer a senti tous les yeux de la pièce brûler à travers son tissu marine et son rouge à lèvres neutre. Elle a senti son identité la mère compétente, la planificatrice en chef, la femme en contrôle se décoller sous les lumières fluorescentes de la salle d'audience. Et puis son mari est entré dans la galerie, en retard, délibérément. Il ne s'est pas assis. Il s'est tenu près de la porte du fond, les bras croisés, regardant. Pas triomphalement, juste présent. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle a compris. Il ne s'était pas seulement protégé. Il s'était préparé à ça. La chute. L'audience s'est terminée sans cérémonie, juste le léger coup d'un marteau et le raclement des chaises. Elle est restée assise plus longtemps que quiconque, les yeux fixés sur le banc du juge comme si elle pouvait encore argumenter avec du bois vide. Mais il n'y avait plus de débat, plus de manipulation, plus de script. Le récit était terminé, et elle n'en était plus propriétaire. Elle est rentrée chez elle en silence, ignorant chaque appel de Jared, chaque notification de l'application du tribunal qui continuait de sonner comme un battement de cœur. Elle ne pouvait pas se ressaisir. Ses filles étaient parties. Son ex-mari les avait. La juge avait été claire, elle ne devait pas les contacter, même pas par texto. Son propre avocat avait cessé de répondre avec confiance et répondait maintenant avec des phrases comme « atténuation du récit » et « phase de conformité ». Même le tribunal avait cessé de prétendre que c'était indifférent. Elle s'est garée dans l'allée à 16h17, a mis la voiture au point mort et est restée assise à regarder la boîte aux lettres. Elle avait été vidée plus tôt par quelqu'un. Elle ne se souvenait pas de l'avoir fait. Elle ne se souvenait pas de grand-chose depuis qu'elle avait quitté le palais de justice. Juste le poids d'une centaine de mots non dits suspendus dans sa gorge et ce moment final humiliant où elle s'est levée pour partir et a senti toute la salle d'audience ne plus la regarder. Pas de haine, pas de pitié. De l'indifférence. À l'intérieur de la maison, le silence était obscène. La télévision toujours figée sur l'application de streaming des enfants. Personne ne l'avait mise en pause.
Le salon était immobile comme un musée, comme il ne l'était que lorsque personne d'autre ne rentrait à la maison. Elle a monté les escaliers avec des pieds de plomb, a tourné le coin dans la chambre, et a vu l'enveloppe sur la table de chevet avant même de voir le lit. Elle n'était pas épaisse, pas de drame, pas de timbre rouge, juste une simple enveloppe juridique blanche avec son nom dactylographié proprement au centre. Elle savait déjà de qui elle venait. Elle l'a ouverte avec des doigts tremblants, déchirant le papier de manière irrégulière sur un côté. À l'intérieur, 2 pages. Pas de préambule, pas de résumé, juste « Notification d'intention de déposer une demande de séparation de corps ». Et en dessous, « Demande de garde légale et résidentielle partagée, non biologique, fondée sur un schéma observé de comportement parental coercitif ». La signature était nette, celle de l'avocat de son mari, un nom qu'elle avait vu sur du papier à en-tête de cabinet, mais auquel elle n'avait jamais parlé directement. Elle avait toujours supposé qu'il n'était qu'un gratte-papier, quelqu'un que son mari payait pour maintenir le contrat de mariage en ordre et les impôts déclarés. Mais ça, c'était la guerre. Pas bruyante, pas violente, mais précise, finale. Elle a parcouru le dernier paragraphe et c'est là qu'elle l'a vu. Une citation tirée directement de sa propre voix. Ses propres mots. Même s'il le découvre, c'est ma parole contre la sienne. Dactylographié en italique, cité comme pièce à conviction A. Le fichier audio inclus en annexe de la requête. Elle a laissé tomber la lettre. Ses genoux ont heurté la moquette à côté du lit avant qu'elle ne réalise qu'elle était tombée. Sa main a cherché le bord du matelas comme pour se stabiliser contre la chose qui avait été la leur. Elle pensait qu'il y aurait du temps. Du temps pour arranger les choses. Du temps pour prendre de l'avance. Du temps pour s'excuser, manipuler, rediriger, récupérer le récit. Mais il n'y avait plus de récit. Seulement un enregistrement. Pas son opinion, pas ses accusations, juste elle, non éditée, préservée, diffusée à ceux-là même qu'elle pensait ne jamais la remettrait en question. Marc ne l'avait pas détruite. Il avait juste fait suivre ce qu'elle lui avait donné. Son mari n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas crié, ni blâmé, ni supplié. Il avait simplement appuyé sur « enregistrer » et attendu. Ce n'était pas seulement la perte de la garde. Ce n'était pas seulement la supervision imminente ou le silence de ses propres parents ou l'éloignement poli de Nathalie et du reste de sa clique de brunch. C'était la perte de la chose qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir lui être enlevée, le contrôle du récit. Elle avait toujours été l'auteur, la narratrice, la main qui dirigeait l'intrigue. Mais maintenant elle était réduite à une note de bas de page, une annexe, une pièce à conviction. Les filles grandiraient. Elles liraient un jour les transcriptions du tribunal, entendraient sa voix en toute clarté, sans filtre ni justification. Non pas parce que quelqu'un leur a dit de la détester, mais parce qu'elle leur en a donné la raison. Non pas parce que quelqu'un l'a attaquée, mais parce que quelqu'un l'a enregistrée. La dernière motion n'était pas une explosion. C'était un miroir. Et pour la première fois de sa vie soigneusement conçue, étroitement contrôlée et obsédée par la réputation, elle a dû s'y regarder et voir ce que tout le monde voyait maintenant.